Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Lightroom. On va aujourd'hui découvrir le module Livre. Première chose, avant de créer votre livre, soit vous sélectionnez une collection, dans le panneau collection ici à gauche, et dans ce cas de figure, le livre va utiliser les photos de la collection. Vous pouvez également éventuellement sélectionner un dossier ou choisir les images contenues dans le catalogue. Je bascule dans le module livre en cliquant sur le mot livre ici en haut à droite dans la barre de module. Je quitte ainsi le module bibliothèque et je bascule dans le module livre. Si c'est votre premier livre dans Lightroom, automatiquement Lightroom génère un livre à partir soit des photos du catalogue, soit les photos d'un dossier spécifique, soit les photos d'une collection. Ici, n'ayant pas choisi ni un dossier ni une collection, il me génère un livre avec toutes les images de mon catalogue. Pour pouvoir repartir de zéro et créer mon livre personnel, en haut à droite, il y a un bouton « Effacer le livre ». En cliquant sur « Effacer », il efface les pages qu'il a générées automatiquement et il revient à un livre de base avec des pages prédéfinies comme la couverture ou le dos. Première chose avant de mettre les photos dans le livre, c'est de paramétrer son livre. À droite, on a différents panneaux. Premier panneau, le panneau paramètres du livre. On peut soit le fermer ou l'ouvrir avec la petite flèche en haut à droite près du mot paramètres du livre. Première chose, choisir le livre que l'on souhaite créer. On a différentes possibilités. Un livre photo, un magazine, un grand poche, un fichier PDF et un JPEG. Les trois premiers choix sont en lien avec un site qui propose d'imprimer vos photos. Il s'appelle Blurb. Ce site, associé avec la marque Adobe, propose de réaliser trois types de fichiers, des livres photos, des magazines et des grands poches. Découvrons les différentes possibilités. Premier choix, livre photo Blurb. En dessous, on a accès à différentes tailles, comme portrait standard, ou encore le format paysage, ou encore grand carré. On a chaque fois à droite la taille en pouces et la taille en pixels. On a ici seulement 5 choix possibles, pas plus, pas moins. Ce sont les 5 choix proposés par Blurb. Quand on choisit un format, automatiquement, Lightroom demande si vous voulez modifier votre livre. Je vais ici faire modifier. Et donc, il ajuste la taille de mon livre. Je recommence. Si je prends par exemple petit carré, même chose. Je modifie la taille et il change le format de mon livre. Je vais prendre un format peut-être plus classique, le portrait standard, et je modifie la taille de mon livre. En dessous, on peut choisir le type de couverture. On a trois types de couverture. On a les couvertures rigides, on a les jaquettes qui viennent se mettre au-dessus des couvertures rigides, et on a des couvertures souples. En dessous, vous avez le type de papier. On a comme ça différents types de papier, du plus classique, le standard, à des papiers glacés, mat, ou du papier de très bonne qualité de différentes marques, comme ici par exemple le Proline non couché ou le Proline Pearl. En dessous, vous avez logo. Si vous optez pour présent, ça va rajouter le logo Blurb à la fin de votre livre et vous aurez une réduction au niveau du prix de l'impression. Si vous mettez aucun, vous n'aurez pas le logo de la marque Blurb sur votre livre et à ce moment-là, vous n'aurez pas de réduction. On voit ici que le logo apparaît et quand je mets aucun, il disparaît. Vous avez ici une estimation du prix de votre livre, toujours prix hors TVA. En cliquant sur le prix, vous avez différentes unités monétaires. Vous avez l'euro, vous avez la lire, vous avez le dollar canadien, le dollar américain. Je repasse en haut dans le choix du livre. Deuxième possibilité, magazine Blurb. Il me propose de mettre à jour mon livre, ce que je fais. Et j'ai maintenant accès aux options.
allez voir, il y a très peu de possibilités. Au niveau taille, un seul choix, le 22 x 28 cm. Au niveau couverture, un seul choix également, la couverture souple. Au niveau type de papier, même chose, papier magazine. Au niveau logo, on n'a pas le choix, on ne peut pas ajouter le logo Blurp sur les magazines. Vous allez avoir dessous une estimation du prix de votre magazine. Je remonte, troisième choix, grand poche Blurp. Je modifie le format. On a accès à trois choix, comme par exemple 20 x 25 cm. Le grand poche est un format poche plus grand que la normale. Vous avez au niveau couverture de nouveau les trois couvertures possibles, soit une couverture rigide, soit une jaquette qui couvre la couverture rigide et la couverture souple. Vous avez également deux types de papier, le standard couleur et le noir et blanc. Vous ne pouvez pas ajouter le logo sur votre grand poche, en tout cas chez Blurp. En dessous, toujours une estimation de votre prix. Afin d'obtenir des informations concernant Blurb, il y a un bouton juste en dessous « En savoir plus ». En cliquant dessus, directement ça vous mène sur le site de blurp.com avec toutes les informations concernant l'impression de vos livres. Je repasse dans la liste. Si vous souhaitez passer par un autre prestataire d'impression que Blurp, vous pouvez par exemple choisir PDF. En prenant PDF, vous allez pouvoir vous créer un fichier PDF et pourra après l'imprimer là où vous le souhaitez sans passer spécifiquement par Blurp. Si vous prenez le format livre PDF, vous avez toute une série de tailles possibles. On retrouve notamment le portrait standard, le grand paysage ou encore le format de magazine. Au niveau couverture, on a quatre possibilités. Soit ici on n'a pas de couverture, soit on a une couverture rigide, une jaquette qui vient au-dessus de la couverture rigide et la couverture souple. Le programme va générer des fichiers en JPEG dans le PDF. Vous allez pouvoir ainsi définir la qualité des JPEG. À droite, le maximum, 100, la meilleure qualité, mais aussi plus lourd. À gauche, moins bonne qualité, mais aussi plus léger. Pour une bonne qualité d'impression, mettez le maximum qui est 100. Vous pouvez également choisir un profil colorimétrique. Chacun des profils donnera un résultat différent au niveau des couleurs. On peut également modifier la résolution du fichier. Par défaut, elle est à 300 ppp, 300 pixels par pouce ou 300 points par pouce. C'est le nombre de pixels qu'il faut pour faire une bonne impression chez l'imprimeur. Laissez bien 300 pixels par pouce. Vous pouvez éventuellement faire en sorte que les images gagnent en netteté. En cochant la case, les images gagneront en netteté. En décochant la case, ce ne sera pas le cas. Si vous cochez la case, on peut définir le type de netteté. Une faible netteté, une netteté standard ou une netteté élevée. Moi, j'irai plus vers une netteté standard. On peut également choisir vers quel type de papier on va imprimer le fichier PDF, soit un papier mat, comme un journal par exemple, ou brillant, comme un magazine. Dernière possibilité, le format JPEG. En prenant JPEG, on a accès aux mêmes tailles, aux mêmes couvertures, à la même qualité, au profil de couleur, à la résolution, à la netteté, mais là, vous n'aurez pas un fichier PDF, vous aurez des fichiers JPEG. Je m'explique. Si vous générez un livre avec 10 pages, vous aurez donc 10 fichiers JPEG séparés. Si je fais 30 pages, j'aurai donc 30 fichiers JPEG séparés. En gros, Lightroom va générer un fichier JPEG par page. Alors qu'en optant pour PDF, ce sera un seul fichier unique contenant toutes les pages. La plupart du temps, on va plutôt prendre le PDF et peut-être moins le JPEG. Notez que toutes ces options sont modifiables avant de créer le livre, pendant que l'on crée le livre ou à la fin. On modifie quand on veut
la taille, la couverture, le papier, aussi bien avant de créer que pendant qu'après. En dessous, vous avez un panneau « Disposition automatique ». Ça va vous permettre de faire une mise en page automatique du livre. Vous avez dans ce panneau une option « Paramètres prédéfinis » avec quelques choix par défaut. Exemple, à gauche, vide, à droite, une photo. Ça veut dire quoi? Il va générer un livre avec à gauche une page vide et à droite une photo. Deuxième choix, il va me générer un livre avec à gauche toujours une page vide, toujours à droite une photo, mais en plus avec un texte sur la photo. Mais aussi mettre une photo par page. On pourra aussi, on verra tout à l'heure, faire ses propres mises en page personnalisées. Testons ici les choix. Je prends à gauche vide, à droite une photo. Rien ne se passe. En cliquant sur le bouton Disposition automatique, il va recalculer la mise en page à partir de mon choix. Que fait-il ici? Il me génère un livre à partir des photos de mon catalogue ou d'un dossier spécifique ou d'une collection spécifique, en respectant ici mon choix qui est à gauche vide. On voit bien ici qu'il n'y a rien sur les pages de gauche et à droite une photo. Et on voit que toutes les photos de mon catalogue sont mises en page dans mon livre avec chaque fois une page vide à gauche et une photo à droite. Je voudrais repartir de zéro. Je vais effacer ma mise en page, effacer ma disposition. Il y a un bouton pour effacer ce qu'on vient de faire. Et là, il efface la mise en page et on revient au livre par défaut. Si vous faites l'erreur d'effacer par mégarde, vous pouvez faire commande Z sur Mac, CTRL Z sur PC et le livre va réapparaître. De nouveau, je l'efface. Je vais remplacer maintenant à gauche vide et à droite une photo par page. Rien ne se passe. Pour qu'il fasse ma mise en page automatiquement, je fais un clic sur le bouton Disposition automatique. Il me crée un livre avec maintenant une photo par page. J'ai bien maintenant sur chacune des pages une photo qui apparaît. Je vais effacer la mise en page automatique. Je fais un clic sur le bouton Effacer disposition. Avant de voir le panneau page, je vais d'abord ici agrandir ce qu'on appelle les vignettes. On voit ici le livre ou le magazine en petit format. On a ici en bas à droite un curseur vignette. En glissant le curseur vers la droite, j'agrandis la taille de mes pages. Je vois de plus près, je vois en plus grand. En gros, je zoome sur mon livre. Et en glissant vers la gauche, je réduis la taille des vignettes. On voit en plus petit. Pour une vue globale de votre livre, vous pouvez dézoomer. Pour une vue plus locale sur une ou plusieurs pages, vous pouvez zoomer. Je zoome en glissant mon curseur vignette vers la droite. Je passe dans le panneau page et première option, on a la case numéro de page. Si vous ne cochez pas la case, vous n'aurez pas de numéro en bas de page. En cochant la case, apparaîtra un numéro en bas de page. On va ici par exemple apparaître un 1. Je décoche, le 1 disparaît. Ce numéro, on peut choisir son emplacement. Vous pouvez le mettre par exemple dans le coin supérieur, on voit ici maintenant en haut à droite, dans le coin inférieur, ici en bas à droite, mais également en haut et au centre de la page, en bas et au centre de la page, mais également on peut aussi le mettre sur le côté droit, et fatalement sur le côté gauche pour une page dans l'autre sens. Vous pouvez donc ajouter ou pas un numéro de page à toutes vos pages. Ensuite, vous pouvez choisir éventuellement de mettre un numéro de page de chaque côté, à gauche et à droite. Je vous montre, je vais ici rapidement ajouter quelques pages. Et on voit maintenant que si je prends affichage gauche et droite, le numéro apparaît aussi bien pour les pages à droite que les pages à gauche. Si je prends uniquement à gauche, on ne verra le numéro de page que sur le côté gauche, et donc uniquement sur les pages gauche. Si je prends affichage uniquement à droite, on ne verra le numéro que à droite, donc sur les pages droites. Généralement, on prend plutôt gauche et droite.
Vous avez en dessous une case pour ajouter des pages. Vous avez un carré avec un plus. En cliquant sur ce carré, va apparaître une fenêtre. Vous pouvez également faire un clic sur la petite flèche ici à droite ou simplement faire un clic où vous voulez dans la zone ici rectangulaire. En cliquant donc sur le plus dans la zone grise ou sur la petite flèche, apparaît donc le panneau. Vous avez comme ça différentes mises en page prédéfinies. Par exemple, une mise en page avec une photo par page. Et en dessous, on voit toutes les mises en page possibles avec une photo par page. Exemple ici, une photo pleine page, une photo avec du blanc au-dessus, en dessous, une photo avec un texte en dessous, une photo centrée avec du blanc de chaque côté, une photo dans le sens vertical, ou encore une photo avec du texte à droite ou à gauche. Si je prends deux photos, j'aurai toute une série de mises en page avec deux photos de même taille côte à côte, deux photos l'une en dessous de l'autre, deux photos avec du texte qui accompagne chacune des photos, ou encore une feuille coupée en deux, ou encore des blocs de différentes tailles. Si je prends trois photos, on a toute une série de mises en page avec trois photos. Trois photos côte à côte sans texte, trois photos côte à côte avec du texte au-dessus et en dessous, ou encore trois photos de tailles différentes. Idem pour quatre photos. On a aussi des mises en page avec plusieurs photos, comme par exemple ici on voit des grilles, ou encore des grilles avec un bord de film photo. Vous avez également des mises en page pour faire des doubles pages. Donc une double page, c'est deux pages en regard, l'une en face de l'autre. Vous avez également des mises en page avec du texte uniquement, voire une photo. On a différentes catégories, création, avec des mises en page avec des bords un peu artistiques. On a des mises en page plus adaptées aux photos de mariage, aux albums de mariage, des mises en page pour les portfolios, des mises en page simples, avec un bloc, deux blocs, et des mises en page qui peuvent être intéressantes pour des albums de photos de voyage. Favoris proposera toutes les mises en page qu'on va souvent utiliser et qu'on voudra mettre en favori. Pour mettre en favori, très simple, on choisit un type de mise en page, exemple 3 photos, on vient sur la mise en page qui nous plaît, apparaît une petite punaise grise en haut à droite, on fait un clic et elle se remplit d'un gris foncé. Je vais tester avec un deuxième exemple et un troisième. Si maintenant je passe dans la catégorie favoris, je vois mes 3 mises en page favorites. Autre test, je vais prendre par exemple mariage, je coche ici cette mise en page, je rebascule en favori, il est bien là. A l'inverse, pour retirer un favori, faites un clic sur la punaise grise et il ressort de la catégorie favori. Comment faire pour appliquer une mise en page à une page existante? Très simple, je viens ici dans mon livre, je clique sur une des pages, je reviens dans le panneau page, un clic dans la zone ici, je choisis ma mise en page, exemple 3 photos sans texte, et je fais un clic. Et directement, le programme applique à votre page votre nouvelle mise en page. Je recommence, j'active d'un clic une page, notez que la page sélectionnée s'entoure d'un cadre jaune. Une fois la page sélectionnée, je repasse dans le panneau page, un clic dans la zone réservée à la création de page, je choisis une catégorie, je choisis une mise en page et il le répercute directement sur la page. Encore un test, je sélectionne, je choisis et un clic. Je veux en changer
Je sélectionne ma page, d'un clic, le contour jaune apparaît et je remplace par une nouvelle mise en page. Je change, un clic et je remplace. Première possibilité, donc c'est remplacer la mise en page d'une page existante. Seconde possibilité, ajouter une nouvelle page avec votre choix de mise en page. Pour ajouter une nouvelle page, première chose, cliquez sur une des pages, on voit le cadre jaune apparaître, la nouvelle page va s'insérer juste après celle sélectionnée. Exemple, je sélectionne la page 2, je choisis une mise en page et je fais ajouter une page. Et automatiquement, il me génère une nouvelle page juste après celle que j'ai sélectionnée avec la mise en page choisie. Je change la mise en page, un clic, je choisis une mise en page et ça change. Si vous voulez ajouter une page vide, une page sans photo, sans texte, cliquez sur la page de votre choix et puis faites un clic sur le bouton « Ajouter un vide ». En faisant ça, il va ajouter une nouvelle page juste après celle sélectionnée, mais sans aucune photo, sans aucun texte, sans aucune mise en page, une page blanche, une page vide. À tout moment, vous pouvez activer la page vide et pourquoi pas la remplir d'une mise en page. Panneau suivant, le panneau repère. Avant de voir le magnétisme de la grille, d'abord découvrons les options qui sont en dessous. On peut, grâce à l'option afficher les repères, on peut afficher ou masquer des repères. En décochant la case, je masque tous les repères possibles et imaginables. En cochant la case, je pourrais donc choisir les repères que je veux masquer et ceux que je veux conserver visibles. Première chose, le fond perdu de la page. Le fond perdu correspond à la zone grise que l'on voit ici autour de la page. Ce fond perdu va être imprimé par l'imprimeur, mais va être rogné, découpé à l'impression. C'est donc un fond qui va être perdu une fois qu'on aura imprimé le livre. Le fond perdu, que l'on coche ou pas la case, est obligatoire. La case permet juste de l'afficher ou de le masquer. C'est le contour gris qui apparaît au bord des pages. Tout document qui part chez l'imprimeur doit avoir un fond perdu ou un bord perdu. Ici, on affiche ou on masque le fond perdu. On peut également aussi afficher ou masquer la zone qui peut contenir un texte. C'est le cadre gris, ici, dans les pages. Dans cette zone, on peut insérer un texte. En décochant la case, ce contour gris-noir disparaît. Vous pouvez donc ainsi voir ou masquer la limite dans laquelle on peut entrer un texte. Notez que, même si vous cochez les cases, vous ne verrez pas ni le bord gris à l'impression, ni le contour gris-noir de la limite du texte. Vous pouvez également afficher ou masquer les cellules de photos. Lorsque un bloc d'image est vide, on voit un carré ou un rectangle gris. Si on décoche la case, ça va disparaître. Le but est de visualiser ou de cacher les blocs d'images. De nouveau, si vous laissez la case cochée et qu'on imprime, vous n'aurez pas de bloc gris à l'impression. On ne voit les blocs de photos, les cellules, que dans Lightroom, et pas en dehors de Lightroom. Texte de remplissage. Le programme va remplir les zones de texte avec un texte fictif. On peut ainsi facilement visualiser où on peut taper du texte. De nouveau, si vous cochez la case, va apparaître un faux texte. À l'impression, il n'apparaîtra pas. Soit vous ne verrez pas de texte, ou vous verrez le vôtre. La case permet de voir ou de masquer le faux texte, le texte de remplissage. Quadrillage, en cochant la case, va apparaître une grille en arrière-plan qui nous permettent d'aligner ou déplacer nos blocs d'images et nos textes. De nouveau, si vous cochez la case, vous verrez la grille dans Lightroom, mais pas à l'impression. Conseil,
En cliquant sur Conseil, vont apparaître des lignes noires qui vont permettre de déplacer et d'aligner plus facilement vos blocs d'images et vos blocs de texte. Que l'on coche ou pas les cases, toutes les options, vous ne les verrez pas à l'impression, uniquement dans Lightroom. Toujours avant de voir ici la fonction magnétisme, petit tour ici en bas à gauche pour voir 3 boutons. Premier bouton, on voit le livre sous forme de gris. On a une vue plus globale du livre, plus générale. On voit les pages en petit. En cliquant sur le second bouton, on voit une double page avec à droite un recto et à gauche un verso. En cliquant sur le troisième bouton, on voit une page simple. La page qui est visible est celle qu'on sélectionne dans la grille. Exemple, je sélectionne la page 2, je clique sur le troisième bouton et je vois la page 2. Si je sélectionne par exemple ici la page 4 et je prends le bouton page double, je verrai donc la page 4 et 5 côte à côte. Ou bien on voit en gris, ou en page double, ou en page simple. Je vais prendre ici page simple pour expliquer les options de magnétisme de la grille. Je vais prendre une page avec des blocs, celle-ci, la 3, et je bascule en page simple. On a donc ici une fonction de magnétisme de la grille. Par défaut, on est en désactivé. Je vous montre. En cliquant sur un bloc, va apparaître un cadre avec des pavés dans les coins et sur les côtés. En tirant sur ces côtés ou ces coins, vous allez pouvoir ajuster la taille du cadre, la taille de la cellule qui va contenir la photo ou qui contient la photo. Lorsque le magnétisme est désactivé, vous pouvez agrandir, réduire la cellule, le bloc, de manière personnalisée et sans aucune contrainte. On voit ici que mon bloc ne suit pas, par exemple, les lignes bleues de la grille. Si maintenant je remplace désactivé par cellule, quand je vais tirer sur mon bloc, il va être attiré par les autres blocs. Exemple, si je tire ici mon bloc vers la droite, on voit que mon bloc est attiré par le bord de l'autre cellule. En faisant ça, on est sûr, par exemple, que les cellules se touchent, qu'il n'y a pas de chevauchement, qu'il n'y a pas de superposition. C'est comme si le bord des cellules était aimanté. Et dès qu'on tire un côté vers un autre, les deux sont attirés et l'un colle à l'autre. On a donc ici des cellules avec des côtés aimantés, des côtés magnétiques. Si j'opte pour gris et que je tire sur les côtés ou les coins de ma cellule, on voit que mon bloc est attiré par les lignes bleues de la grille, comme si la grille était aimantée, comme si la grille était magnétique. Et donc mon bloc est attiré par les lignes bleues de la grille. 3 possibilités. On désactive et là on est libre, on fait ce qu'on veut, aucune contrainte. Ou bien on prend cellule et là les blocs s'attirent l'un à l'autre. Ou bien on prend gris, et là les blocs sont attirés par les lignes bleues de la grille. Notez que si on prend le magnétisme de la grille, même si on décoche la case quadrillage, malgré tout, le magnétisme fonctionne. En dessous, le panneau cellule. Avant de le découvrir, voyons comment faire pour insérer une image dans un bloc, pour donc insérer une image dans une cellule. Je viens en bas, dans ce qu'on appelle le film fixe. Je choisis une photo, j'enfonce, je maintiens le bouton gauche et je déplace ma photo dans la cellule. Et automatiquement, l'image remplit le bloc d'image et donc la cellule. Je recommence, je glisse ma photo dans la cellule et je lâche. Je glisse, je dépose la cellule et je lâche. Et chaque fois ainsi, on glisse, on dépose et on lâche dans la cellule. Si le bloc d'image est vide, si la cellule est vide, elle se remplit de la photo. Si maintenant il y a déjà une image dans votre bloc,
À ce moment-là, la nouvelle image remplace l'ancienne. On ne peut mettre qu'une seule image par cellule, une seule image par bloc. Je recommence, je prends une photo, je glisse sur une autre et automatiquement elle est remplacée. Pour supprimer une image dans un bloc, dans une cellule, on clique sur l'image et sur le clavier, on enfonce la touche Delete, la touche suppression. Et l'image sort du bloc, l'image est supprimée. Attention, elle n'est supprimée que du bloc, elle n'est pas supprimée de Lightroom ni du catalogue. Je glisse mon image, Delete, elle est supprimée. Je glisse mon image et je me trompe de photo, commande Z sur Mac, CTRL Z sur PC. Je veux modifier la taille de mon bloc. En cliquant sur une photo, vont apparaître des petits pavés dans les coins et les côtés. En tirant sur les coins ou les côtés, vous allez pouvoir agrandir ou réduire la taille de votre cellule et donc automatiquement la taille de l'image. Je réduis ma cellule, l'image est plus petite. J'agrandis ma cellule, l'image est plus grande. Je peux jouer sur la taille avec les côtés, uniquement en largeur, les pavés gauche-droite donc, uniquement en hauteur, avec les pavés haut et bas, et en largeur et hauteur, avec un des quatre coins. En jouant avec ces pavés, dans les coins ou sur les côtés, on redimensionne à la fois le bloc et la photo, le contenant et le contenu. Lorsqu'on clique sur une photo, va apparaître au-dessus un rectangle noir avec l'option Zoom. En glissant le curseur vers la droite, vous allez pouvoir zoomer sur l'image. En glissant vers la gauche, on dézoome. On peut zoomer jusqu'à 100% et diminuer jusqu'à 0%. Je recommence, un clic sur la photo, apparaît le rectangle noir avec le mot zoom, je zoome sur l'image et je dézoome. Chaque fois ainsi, un clic, je zoome, je dézoome. Petite information importante concernant le zoom, lorsque vous zoomez, parfois apparaîtra un petit symbole attention en haut à droite de votre photo. Quand le symbole apparaît, il vous dit attention, votre image est agrandie et votre image ne sera pas en qualité suffisante pour l'impression. Donc il vous prévient, grâce au symbole attention, que l'image n'a pas une qualité suffisante. Vous pourrez bien sûr l'imprimer, mais Lightroom vous prévient que cette image n'aura pas une bonne qualité à l'impression. Je vous montre, si je zoome, apparaît le point d'exclamation. Si je dézoome, il disparaît. Là, la qualité est suffisante pour être imprimée, il n'y a pas le point d'exclamation. Je zoome un peu trop sur la photo, du coup l'image est agrandie, du coup je perds en qualité, du coup l'image sera moins belle à l'impression, et le programme m'informe de ça grâce au point d'exclamation. Notez que quand vous avez zoomé, vous pouvez déplacer l'image dans la cellule. Pour cela, dès que j'ai zoomé, je place mon curseur dans la cellule, je clique et je maintiens le bouton gauche. Je peux aussi déplacer mon image et ainsi la cadrer à l'endroit souhaité. Maintenant qu'on a vu ça, on peut découvrir le panneau Cellules. Une cellule, c'est un bloc qui contient une image, un bloc d'images. Par défaut, les images remplissent le bloc. On a donc un remplissage automatique du bloc de la cellule par l'image. Vous avez dans le panneau Cellules un curseur remplissage avec valeur. Je vous montre, au départ, ma valeur est à 0, l'image remplit le bloc. J'augmente la valeur et on voit que le bloc d'image n'est pas réduit, mais que par contre, la zone qui contient l'image, elle est réduite. La cellule ne change pas de taille, mais la zone de remplissage est réduite. Au départ, en mettant 0, on voit toute l'image dans le bloc, ça remplit un maximum du bloc, et en augmentant la valeur, l'image ne remplit plus le bloc.
Vous aurez donc un vide autour de votre photo. Vous aurez donc le bord du bloc, et puis du vide, et puis la photo. Si vous voulez que l'image remplisse le bloc, vous devez mettre 0. Si vous voulez que l'image ne remplisse pas tout le bloc, vous devez mettre un chiffre plus important. Mais attention, plus on augmente, et plus l'image va être recadrée, coupée, et moins on verra la photo. Ici, en mettant le minimum, on voit une bonne partie de l'image. Si on augmente la valeur, on voit de moins en moins la photo. Elle est de plus en plus cadrée. Elle n'est pas réduite pour autant, mais elle est plus cadrée, et on voit moins de l'image. Vous pouvez également ajouter un cadre de couleur à votre cellule, autour de la photo. En cochant la case couleur de la bordure de photo, apparaîtra un cadre de couleur autour de votre photo. En décochant la case, le cadre disparaît. Une fois la case cochée, vous pouvez par exemple modifier l'épaisseur. Vous pouvez grossir l'épaisseur du cadre ou l'affiner. De minimum 0,1 point jusqu'à maximum 20 points. Notez que l'épaisseur dépasse des bords à l'extérieur. Elle ne rentre pas dans la photo. Elle ne couvre pas la photo. À droite, vous avez une case pour le choix de la couleur. En cliquant sur le rectangle, va apparaître le sélecteur de couleurs. Soit vous prenez du noir ou du blanc, ou un gris prédéfini, du plus clair au plus foncé, ou carrément un gris personnalisé, en cliquant dans le dégradé de nuances de gris. Pour faire des cadres de couleurs, il faut remonter le petit rectangle ici vers le haut et cliquer dans la couleur de votre choix. Quand ça vous convient, on valide en fermant la fenêtre, en cliquant sur la petite croix ici en haut à gauche. Je veux enlever mon contour, je décoche la case. Je veux ajouter, je recoche la case. Je vais activer une autre image, je coche la case, et je peux lui attribuer une autre largeur, et ainsi qu'une autre couleur. Chaque photo peut avoir son cadre personnalisé, avec sa propre couleur et sa propre épaisseur. Panneau suivant, le panneau texte. Il est possible d'ajouter un texte à chacune des photos. De deux manières. Première solution, quand on clique sur une photo, en dessous apparaîtra « Ajouter du texte aux photos ». En cliquant sur ce bouton noir, on pourra donc ajouter maintenant un texte à l'image. Autre possibilité, je clique sur ma photo, je me rends dans le panneau texte et je coche la case texte de la photo. C'est le même résultat dans les deux cas, on ajoute un texte à une image. Vous avez ici en dessous la translation. Ça va vous permettre d'éloigner le texte au départ du bord inférieur. Vous allez pouvoir remonter le texte plus haut jusqu'au bord supérieur ou le redescendre jusqu'au bord inférieur. Vous avez ensuite une case alignée avec la photo. Si on coche la case, le texte est aligné au bord de la photo. Si on décoche, il ne l'est plus. On voit ici que le texte rentre dans l'image et aligné à l'image, ou le texte ne rentre pas dans l'image. Vous pouvez donc aligner ou pas par rapport à la photo. Vous pouvez soit mettre votre texte au-dessus de l'image, soit sur l'image, donc dans l'image, soit en dessous, au-dessus, sur la photo, en dessous. Pour choisir le type de texte que vous pouvez mettre sur la photo, on a ici à droite une liste avec différents choix, comme par exemple texte personnalisé. On pourra donc ainsi entrer un texte personnalisé par photo. Exemple, je peux taper ici mon texte personnalisé. Je peux également aussi mettre la date de prise de vue, mais également l'information concernant l'exposition, la légende, pour autant bien sûr on ait mis une légende dans le module bibliothèque, le matériel utilisé pour la prise de vue, ici par exemple un Nikon D800, le nom du fichier peut aussi apparaître sur la photo, la séquence, voici par exemple que c'est la 14e photo sur 21 images à mon livre,
Le texte donc personnalisé et éventuellement un titre également que l'on donne en bibliothèque. Le titre et la légende sont à ajouter en bibliothèque. L'exposition, la date et le matériel ou nom du fichier sont automatiques. Chaque image peut avoir son texte différent, une par exemple avec une date, une autre l'exposition, une autre un texte personnalisé. En dessous, on a l'option texte de la page. En cochant la case, vous allez pouvoir ajouter un texte à la page, un peu comme un titre qu'on mettrait à une page. Si vous décochez la case, vous n'aurez pas de texte sur la page. En cochant la case, apparaîtra donc un texte. Chaque page pourra avoir son texte, son titre, son nom de chapitre, son nom de livre ou encore un sous-titre. Je peux cliquer dans le champ de texte et le remplacer par mon nouveau texte. Une fois le texte tapé, grâce à la translation, je vais pouvoir décaler le texte plus haut ou plus bas. Soit je le positionne en bas de page ou en haut de page, et une fois positionné en haut ou en bas, je le décale grâce au curseur translation. Notez, quand on a accès à aucune fonction, c'est qu'on a sélectionné aucun texte. Je n'ai ici aucun texte sélectionné, je n'ai donc pas accès aux options cellules, texte ou type. Je sélectionne d'un clic un texte et j'accède maintenant aux différents panneaux cellules, texte ou type. Panneau suivant, le panneau type. Je sélectionne le texte comme on le ferait dans Word. Une fois le texte sélectionné, je passe à droite et j'ai accès aux options de typographie, notamment au choix des polices. On a ici accès à une liste de polices qui est en fait les polices qui sont dans l'ordinateur. Ce ne sont pas des polices propres à Lightroom, c'est des polices de votre ordinateur, de votre Mac ou votre PC. Vous pouvez également choisir un style, gras, italique, light, black, bold, demi-bold. Selon la police, il y a un ou plusieurs styles. En dessous, vous avez la case couleur. En cliquant sur le rectangle, apparaît de nouveau le sélecteur de couleurs. Vous pouvez choisir la couleur de votre texte. De nouveau, d'un clic dans le sélecteur, on prend la couleur du texte, ou bien du blanc, ou du noir, ou un gris, ou éventuellement, en remontant le rectangle ici au-dessus, une couleur. Je referme la fenêtre. En dessous, vous avez le curseur taille pour pouvoir agrandir ou réduire la taille du texte, exprimé en points. Je sélectionne le texte, je peux réduire la taille ou je peux l'agrandir. On peut également aussi rendre plus transparent un texte. En laissant par défaut 100%, le texte est bien opaque, on ne voit pas à travers. En mettant moins de 100, on commence doucement à voir à travers le texte jusqu'au minimum qui est 0 où il disparaît. Je remets à 100, il est bien visible. En cliquant sur la petite flèche à droite de la couleur, on a accès à d'autres options, notamment à l'approche. L'approche, c'est quoi? C'est l'écart entre les lettres d'un texte. En augmentant l'approche, on éloigne les lettres. En diminuant l'approche, on rapproche les lettres. Et donc, l'approche, c'est l'interlettrage. On éloigne les caractères ou on les rapproche. Ligne de base, c'est pour décaler un texte vers le haut ou vers le bas. Je sélectionne un mot, j'augmente ligne de base, avec un chiffre positif, le texte monte, un peu comme un exposant, et en glissant mon curseur à gauche, le texte descend, un peu comme un indice. Vous pouvez ainsi décaler le texte par rapport à la ligne de base vers le haut ou vers le bas. En mettant à 0, le texte est aligné à la base des caractères. Interligne ou interlignage permet d'écarter les lignes d'un texte ou les rapprocher. On écarte, on rapproche. Le crénage, qu'on appelle aussi l'approche de pair, permet de régler l'espace entre deux caractères.
Pour y accéder, je fais un clic entre deux lettres, j'accède à la fonction, curseur vers la droite, j'écarte les lettres, curseur vers la gauche, je resserre les lettres. Ce qu'on appelle l'approche de paire ou le crénage. On peut donc jouer sur la taille des caractères, les rendre plus transparents ou plus opaques. On peut jouer sur l'interlettrage. On peut décaler vers le haut ou vers le bas. On peut augmenter l'interlignage ou le diminuer. Et on peut éventuellement resserrer ou écarter deux lettres dans un mot. Vous avez deux boutons en dessous pour calculer automatiquement l'interlignage de votre texte. Je sélectionne le texte, je fais interligne automatique. Le programme calcule lui-même l'espace nécessaire entre les lignes de mon texte. Je fais crénage automatique. Idem, il pourra calculer lui-même automatiquement l'espace nécessaire entre les lettres d'un mot. Il est aussi possible de découper en colonnes. Par défaut, un bloc de texte correspond à une colonne. Avec le curseur colonne, on peut diviser le bloc de texte en une, deux, jusqu'à 3 colonnes maximum. Au départ, un bloc correspond à une colonne, un bloc, une colonne, jusqu'à 2 ou 3 colonnes. À tout moment, vous pouvez passer de 1 à 2 à 3 ou de nouveau de 3 à 1. Quand on prend au moins 2 ou 3 colonnes, on a accès au curseur gouttière. La gouttière, c'est quoi? C'est l'espace, l'écart entre deux colonnes. Soit on resserre l'écart, soit on augmente. On resserre l'espace entre deux colonnes ou on augmente l'écart entre deux colonnes. Le texte peut être aligné à gauche du bloc, il peut être centré, il peut être aligné à droite. On peut aussi le justifier. On peut également le placer en haut du bloc, au milieu du bloc ou en bas. On a ici les alignements par rapport à l'axe horizontal, gauche, centre, droite, justifié. Et là, l'alignement par rapport à vertical, en haut, au milieu et en bas. Panneau suivant, le panneau arrière-plan. Vous allez pouvoir choisir la photo qu'on va mettre en arrière-plan dans les pages du livre. En cochant la case « Appliquer l'arrière-plan globalement », toutes les pages auront le même arrière-plan. En décochant la case, chacune des pages aura son propre arrière-plan personnalisé. Je décoche la case. Pour pouvoir mettre une image en arrière-plan, je glisse ma photo du film fixe jusqu'à dans la zone ici à droite. Je lâche et maintenant on voit apparaître ma photo en arrière-plan. Allons voir dans la grille. On voit bien maintenant que sur ma page 1, il y a bien une photo en arrière-plan. Cette photo est uniquement sur la page 1. Si maintenant je coche la case « Appliquer l'arrière-plan globalement », sur toutes mes pages, j'aurai la même photo. Je décoche et maintenant chacune des pages aura sa propre photo. Voyons voir. Je viens sur la page 2. Je glisse une nouvelle photo. Je bascule en mode gris. J'ai bien maintenant une image différente sur la page 1 et la page 2. Je reviens sur la 3. Je bascule en une seule page. Je glisse une photo. J'ai donc maintenant une photo différente par page. En cliquant sur la petite flèche ici à droite, ou sur la photo, ou à côté, on a deux choix, mariage et voyage, avec quelques arrière-plans prédéfinis. Exemple, si je prends ici la carte et que je clique, j'applique en arrière-plan la carte. Je change, je prends celle-ci. Dans la catégorie mariage, on a quelques fonds avec des arabesques. On voit ici en arrière-plan, je monte de plus près, voilà les courbes qui apparaissent. Je change. Il y a très peu de choix, il y a 6 choix en mariage et un peu plus au niveau du voyage. Si vous voulez enlever l'arrière-plan, vous pouvez décocher la case graphique. Et là,
l'image disparaîtra. Je vous montre. J'ai ici en arrière-plan un perroquet. Je décoche la case, elle disparaît. Je recoche la case, elle réapparaît. Par défaut, l'image arrière-plan est transparente pour ne pas gêner la vision des autres photos du livre. Vous pouvez, grâce à la case opacité, rendre la photo plus opaque, voire même 100% d'opacité, ou inversement diminuer pour la rendre de moins en moins visible. Vous pouvez donc rendre plus opaque la photo ou rendre plus transparente cette photo. Pour avoir accès à ce rectangle de couleur, je dois remplacer mon choix de photo personnelle par un arrière-plan type voyage ou mariage. Je teste, je prends ici voyage et je vois une carte grisée. Je viens ici en bas à droite, un clic sur le rectangle, apparaît le sélecteur et maintenant je change la couleur de la carte avec soit des nuances de gris, soit avec des couleurs. La fonction ne marche qu'avec les fonds prédéfinis comme les cartes et les arabesques dans la catégorie mariage. Si je reprends de nouveau ma photo, je n'ai pas accès à la fonction. Je remplace la photo par une carte et j'ai accès à la fonction. Il est aussi possible de mettre un fond de couleur derrière ces photos. Pour cela, je vais cocher la case couleur d'arrière-plan. Je fais un clic sur le rectangle ici à droite. Soit je prends un gris, un noir, un blanc ou une couleur. Je referme et j'ai maintenant bien une couleur bleue sur ma page. Je teste, je prends une autre page, je la mets en pleine page, je coche la case couleur d'arrière-plan, un clic sur le rectangle, je remonte le rectangle ici au-dessus, je prends du vert et j'ai maintenant un fond vert. Voyons voir, j'ai bien une page avec un fond vert et une page avec un fond bleu. En cochant la case graphique, là je vais mélanger à la fois la photo avec ma couleur. En augmentant l'opacité, la photo est de plus en plus visible. En mettant le maximum, elle cache la couleur de fond. En mettant moins de 100 en opacité, on voit à travers la photo et on voit la couleur d'arrière-plan. On peut donc additionner la photo plus le fond de couleur. Ou ne prendre que la photo, ou ne prendre que la couleur. Appliquer à l'ensemble des pages la même photo ou la même couleur, ou appliquer page par page une couleur ou une photo différente. Vous avez ici en bas un petit bouton, je vais basculer ici en page unique, et grâce à ce bouton, je vais pouvoir passer d'une page à une autre. Ces boutons permettent de naviguer à droite vers la fin du livre et la flèche de gauche vers le début du livre. On peut donc ainsi naviguer d'une page à une autre en utilisant ces petites flèches de navigation. Je vais créer un livre et après je vais l'exporter. Choisir ici le format livre. Je vais prendre une taille standard comme le portrait. Je vais prendre comme couverture, on va prendre une couverture rigide. Je vais prendre du papier glacé et je vais pas mettre de logo. Je vais glisser quelques photos sur mes pages. Je viens dans mon film fixe et je glisse mes photos. Les premières pages correspondent à la couverture. On a ici le devant du livre et là on a l'arrière. La première de couverture est à droite et la quatrième de couverture est à gauche. Donc on a bien le devant et le derrière. Je vais mettre également une photo derrière et je vais glisser quelques photos sur les pages. Une fois que c'est fait, quand on veut exporter le livre, vous avez un bouton en bas à droite, envoyer le livre vers le serveur Blurb, va apparaître une fenêtre. Vous aurez les informations concernant votre livre, avec le nombre de pages, le type de papier, le type de couverture. Vous aurez également le prix.
Vous n'aurez plus qu'à entrer votre adresse mail et votre mot de passe que vous avez donc en amont créé sur le site de Blurp. Si vous n'avez éventuellement pas encore créé de compte chez Blurp, vous avez un bouton en bas à gauche, pas encore membre, pour vous créer un compte sur le site. Une fois qu'on a entré son adresse et son mot de passe, on se connecte, on n'a plus qu'à passer commande du livre sur le site. Pour exporter le livre au format PDF, il y a en bas à gauche un autre bouton, exporter le livre au format PDF. Là, vous devez entrer un nom à votre fichier. L'extension est bien .pdf. Je vais le mettre sur le bureau et j'enregistre. Il va ainsi me générer un fichier PDF avec mon livre. Je pourrai ainsi l'imprimer où je veux, chez Blurp ou chez n'importe quel imprimeur. Le document sera prêt à être imprimé. Si vous voulez exporter en JPEG, vous devez remplacer livre par JPEG. Vous avez un bouton en bas à droite, exporter le livre au format JPEG. Vous n'avez plus qu'à entrer un nom, le bouton enregistrer et il vous génère des fichiers au format JPEG. Plutôt privilégier le format PDF plutôt que le JPEG. Le JPEG compresse les images, vous aurez moins bonne qualité et en plus vous aurez des fichiers séparés alors que le PDF rassemble tout en un seul et unique fichier. Allons voir le résultat sur mon bureau. Voilà le fichier PDF. Le fichier PDF est toujours en deux parties. On a un PDF pour la couverture et on aura un PDF pour toutes les pages internes. Là, j'ai créé 2 pages. J'ai donc un PDF avec 2 pages et j'ai un second PDF avec la couverture, avec à droite l'avant de la couverture et à gauche le dos de couverture. J'ai également créé une version JPEG. Il m'a généré un dossier du nom test et on peut voir à l'intérieur chacune des pages correspondant à un fichier JPEG. J'avais ma couverture qui fait un fichier JPEG, ma page 1 également un fichier JPEG et ma page 2 également un fichier JPEG. Pour enregistrer le livre avec tous ces paramètres, tous ces réglages comme le format du livre, la disposition, le numéro de page ou encore les repères, ainsi que les photos, il y a un bouton en haut à droite, créer un livre enregistré. En cliquant dessus, va apparaître une fenêtre. Je vais entrer un nom, je vais mettre livre 1. On peut éventuellement faire en sorte que le livre soit enregistré avec les images contenues dans le livre, ce que je vais faire ici, et je fais le bouton créer. En faisant ça, il va me créer ici à gauche, dans le panneau collection, une collection livre. L'intérêt, je pourrais ainsi plus tard réimprimer mon livre autant de fois que je voudrais. Je pourrais également m'en servir pour faire un nouveau livre. J'aurai ainsi une base de travail, je n'aurai plus qu'à modifier les images à l'intérieur, tout en gardant les paramètres comme la taille, la disposition, les repères ou encore les textes. En gros, vous avez créé une maquette qu'on pourra plus tard modifier avec de nouvelles photos ou un livre qu'on pourra plus tard réimprimer autant de fois qu'on le souhaitera.